Jamais, sans doute, vous n'avez rencontré cet être vivant. Pour le surprendre, il faut se trouver ici, dans la mer Rouge, devant une plage de Djibouti, à marée haute, à 2 mètres de profondeur, après la tombée de la nuit, à la lueur d'un projecteur sous-marin. Il ne s'accroche pas au fond sableux par un pied, comme une algue, il est simplement planté dedans, comme un bâton. On l'appelle Cytalopsis djiboutiensis, le bâton de Djibouti. Et ce bâton, vous ne sauriez pas par quel bout le prendre. Ce n'est pas une plante, c'est un animal, de l'ordre des pénatulaires, familièrement les plumes de mer. En observant bien, on se rend compte que celle-ci ne se laisse pas ballotter bêtement comme une algue. Elle pivote sur son axe, qui est musclé, de manière, malgré les turbulences, à rester perpendiculaire au courant, pour étaler, face au flux et au reflux, un maximum de sa surface couverte de minuscules polypes, comme les coraux, dont les plumes de mer sont cousines. Avec une différence, les plumes de mer ne sont pas fixées. Le jour, elles s'enfouissent dans le sable, la nuit, elles sortent pour se nourrir de tout ce que la marée soulève du fond. Comme si la vie s'était dit, voyons, là où la mer rencontre la terre, le flux et le reflux de marée promènent des milliards de tonnes de plancton en suspension. Ce serait trop bête que personne n'en profite. Avec la plume de mer, rien ne se perd. Et puis, la vie a remarqué une chose. Quand la marée se retire d'une côte rocheuse, ou d'un récif, bref, d'une côte pleine de trous, comme ici, toujours en mer Rouge, elle laisse des assiettes creuses remplies du fameux bouillon, dont les parties nutritives retombent au fond. Pour les récupérer, il fallait quelqu'un d'autre que la plume de mer. Et la vie a inventé ses cousines des oursins et des étoiles de mer, mais beaucoup plus agiles. C'est ce mouvement sinueux de leurs bras qui les a fait nommer ophiures, ophis en grec, serpent. Des bras qui peuvent atteindre 14 cm pour celle-ci, l'ophiure scolopendre, parce que ces bras hérissés de petits pieds qu'on appelle des podia font aussi penser à des mille-pattes. Elle s'en sert pour ramasser dans le sable le plancton abandonné dans le fond du trou, après chaque marée. Et pas n'importe comment. En observant bien, on se rend compte qu'elle fait comme la poste. Après le ramassage, elle trie les colis. Les bons sont acheminés vers le central, de pied en pied. Les autres, petits cailloux et autres débris de coquilles, sont mis au rebut. Mais la vie, à qui rien n'échappe, n'avait pas manqué de remarquer ici autre chose. Les flaques de ces récifs ne sont pas seulement enrichies en nourriture par la marée montante. Elles le sont aussi par le vent, venu de la côte, qui y dépose des poussières et aussi, à certaines époques, du pollen, si léger qu'il reste en surface. La vie a donc appris aux ophiures à travailler, à l'occasion, les mille-pattes en l'air, pour balayer la surface à l'envers. Ce que l'on montre ici en leur offrant une nourriture flottante, colorée. Mais si, pour les ophiures, l'envers vaut l'endroit, il y a malgré tout un revers, celui de la médaille, car la mer, après chaque marée, ne laisse pas que du plancton dans le trou. Elle y déverse du sable, et les cavernes des ophiures sont chaque fois ensablées. Alors elles font le ménage en utilisant la technique du tapis roulant. Les grains de sable et autres déchets, passés de pied en pied, sont déposés devant la porte. Évidemment, chaque fois, après la marée, ça recommence. Et je trie, et je balaie, et je retrie, et je rebalaie, et c'est à peine fini que ça recommence. Finalement,
C'est dur, la vie de fieu. Pour faire profiter des êtres vivants du phénomène de la marée, il fallait les inventer capables d'obéir, d'une façon ou d'une autre, à cette fière devise « Accroche-toi, il y a des rouleaux ». Pas étonnant que cette zone, que l'on nomme intertidale, de l'anglais tide, marée, soit déclarée en océanographie la zone interdite, celle, pour les navires, de tous les dangers, celle où, pour survivre, tous les coups sont permis. Le coup du squat, par exemple. Les balanes. Les balanes, ça vit à côté des moules, entre deux marées. Ce sont des crustacés, qu'on prend pour des mollusques, avec des larves qui nagent et qui reviennent se fixer. C'est par la tête que la balane se fixe. Par l'arrière, quand la mer la recouvre, elle se nourrit avec des cires, des sortes de balais, capables de retenir des animalcules jusqu'à 1 mm de long. Balane, de balanos en grec. Ça veut dire gland. Nom usuel, gland de mer. On ne le ramasse pas, immangeable. Donc, tout le monde se fiche de ce qui leur arrive aux balanes. Pourtant, c'est une drôle d'histoire. Nous sommes à l'intérieur d'une balane de 2 cm. C'est là qu'un chercheur a découvert un animal incroyable, qui fait le coup du squatter squatté. Nom, Crinoniscus. Ça veut dire en forme de fleur de lys. Prénom, Équitance, à cheval. Le lys à cheval, pas sur les principes en tout cas, car Crinoniscus a élu domicile dans la balane pour y vivre une sexualité mouvementée. Voici un mâle, 1 mm de long, qui ne l'est plus pour longtemps. Il est en passe de devenir femelle. Cette colline de petites boules jaunes, ce sont les œufs de la balane. Crinoniscus y est fixé par l'une de ses paires de pattes, comme un cavalier sur ses étriers, d'où le mot équitance, à cheval. Un cosaque sur du caviar, en train de devenir une cosaque. Elle se dépouille de son enveloppe de mâle, transparente, et de toutes ses pattes, sauf une paire, celle qui lui sert d'étrier pour la maintenir à cheval sur les œufs. 2 pattes reliées à son corps par 2 cordons de cellules renforcés qui lui font une véritable ceinture de sécurité. Et tout l'ensemble pivote à 360 degrés, comme un pied de caméra, de façon à lui permettre de manger les œufs tout autour. Pendant 36 heures, elle les perce et plonge la tête dedans pour les gober. Une fois qu'elle est rassasiée, sa ceinture la libère. Elle est toujours à l'intérieur de la balane, mais détachée de ses œufs. Plus besoin, elle est pleine comme un œuf. Et voilà, comme par enchantement, en temps réel cela dure 18 heures, que cette femelle obèse devient très élégante. D'abord, il lui pousse comme une aile. Puis 2. Ou, si l'on veut s'en tenir à la forme de lys, 2 pétales. Tout cela sans le moindre mouvement, sauf les battements du cœur. Ensuite, cet ancien mâle, devenu femelle, et fécondé par lui-même, se met à pondre des œufs à l'intérieur de son corps. Les embryons passent du jaune au rouge-brun et deviennent des larves qui brisent l'enveloppe de leurs œufs et se mettent à nager à l'intérieur de leur mère. Mais voyez-vous cette ligne blanche au bord dentelé? L'animal fleur de lys est en train, à force de contraction, de la faire s'ouvrir afin que ses enfants soient libres.
libres de nager vers l'extérieur de la balane pour aller en haute mer, y former leur jeunesse et revenir un jour grandis, s'installer dans une autre balane, et ainsi de suite. En attendant, il ne reste dans celle-ci que le corps vidé de Crinoniscus, qui s'est suicidé en se découpant selon le pointillé. Bien fait, conclurait la balane, pour ce transsexuel stripteaseur qui mange mes enfants pour nourrir les siens. Entre ça et le fait de devoir résister au ressac, la zone intertidale, c'est vraiment la zone. Il faut, pour y vivre, avoir le cœur bien accroché. Comme la moule, par exemple. Savez-vous que la moule a un cœur? Elle en a un qui bat, comme le nôtre. Quand elle est dans l'eau, à 20 degrés, son pouls est à 50. C'est là que la moule ouvre son clapet. Elle pompe de l'eau d'un côté, en battant des cils. Ici, on le montre avec un colorant. Et la renvoie vers le haut. On dit d'une personne sans énergie, c'est une moule. Erreur, injustice. D'abord, la moule sait ce qu'elle fait en colonisant les zones de forte marée. Elle y respire l'eau la plus oxygénée qui soit, grâce au mélange perpétuel entre l'air et l'eau. Une eau livreuse de plancton végétal et animal dont la moule se nourrit, car elle est omnivore, comme nous. Ce qui n'est pas mangeable, elle le trie soigneusement avec ses branchies et le fait ressortir sous forme de petites saucisses visqueuses, engluées proprement par un mucus. Sous un banc de moule, il y a ainsi jusqu'à plusieurs mètres de déchets. C'est le limon laissé par les moules, conditionné et stocké après avoir nettoyé la mer. Allez dire encore après ça du mal de la moule. À marée basse, n'ayant plus d'eau à pomper, la moule n'insiste pas. Elle ferme son clapet. Sa température au soleil peut alors monter jusqu'à 30 degrés. Pour elle, c'est limite. Seule solution, cesser toute activité et se mettre en grève sur la plage. Son pouls descend jusqu'à 5 battements par minute. Et quand revient à la marée haute, il faut lui résister. La moule se tisse elle-même des amarres dans une matière qu'on nomme le byssus. Le byssos était chez les anciens Grecs un tissu de coton. Et la moule d'ailleurs fait mieux. À partir d'un sillon de son pied, un pied avec lequel elle peut aussi se déplacer en le gonflant de sang, elle produit des fils faits d'une pâte semi-fluide qui durcit au contact de l'eau. Un mélange de deux protéines très solides, voisins de la soie. À force de pomper cette eau nutritive, la moule se porte bien. Elle est bourrée de protéines, de vitamines et de sels minéraux, et ça finit par se savoir chez les prédateurs. À nous les moules qui pompent et qui filent de la soie. Quand ce ne sont pas les oiseaux, ce sont les hommes qui lui tombent dessus, à marée basse et à bras raccourcis. À marée haute, ce sont les crabes. Si c'est une jeune moule, elle n'est pas encore assez blindée, elle craque. Si elle est arrivée à maturité, le blindage résiste. Et le casseur a beau avoir des pinces Monseigneur, la moule s'en moque. Et voici des étoiles de mer. Une horde d'étoiles de mer. Dans la baie de Nouarnenez, en Bretagne.
c'est à cause des pêcheurs. Quand ils les trouvent dans leur filet, ils les rejettent vivantes. Piégées par le courant circulaire de la baie, elles prolifèrent. Et cette pluie d'étoiles, c'est la terreur des moules. Pour les ouvrir, elles ont tout ce qu'il faut. Elles appliquent leurs pieds ventouses de chaque côté et écartent les bras. Force de traction, 5,5 kg. Pour un homme, ça voudrait dire 1 tonne dans chaque bras. Quand on interrompt l'opération, on se rend compte que l'étoile a entrouvert la moule d'1 millimètre, ce qui lui suffit pour y introduire cette chose gluante que l'on distingue, son estomac retourné. Gaster, l'estomac. La moule est donc, à proprement parler, un restaurant gastronomique dont, paradoxalement, la hantise est de décrocher une étoile. Les mini-pieds de l'étoile, il faut dire ses podia ou pieds ambulacraires, lui servent aussi à marcher. Ce sont des petits tubes creux dans lesquels elle envoie à volonté de l'eau sous pression, ce qui leur fait faire véritablement des pas. Autre avantage de ces pieds, quand on fréquente la zone des marais, on n'a pas peur de capoter dans un rouleau. Exercice de démonstration. La souplesse des bras, elle aussi, est fondamentale. Pourtant, cette superstar connaît des échecs. Si on lui fait par exemple le coup du pied à ressort. Ou celui de la fuite à réaction, en expulsant de l'eau de droite et de gauche pour virevolter comme un papillon. Après ça, traitez encore quelqu'un de mollusque. Si vous êtes un crabe et que vous avez donc 10 pattes, prenez la coquille d'un mollusque mort et vous devenez un décapode décapotable. Italien, évidemment. Un crabe de l'Adriatique et de la Méditerranée. Etusa mascarone. À Venise, un mascherone, c'est quelqu'un qui porte un masque. Grâce à ses pattes arrière transformées, il emporte son hardtop sur les fonds sableux où il n'y a pas de rochers pour se cacher. Car les crabes doivent aussi survivre dans la zone. Tenez, cet autre, un crabe russe, sans arrêt mis en boîte. Pourtant, c'est astucieux ce qu'il fait. Pour échapper aux poulpes et aux sèches, il se camoufle avec des algues. Il les mâchouille un peu pour en effilocher le bout, le rendre rugueux et l'enduit de salive gluante. Et il les colle sur des poils spéciaux en forme d'hameçon que la vie, compréhensive, a inventé pour lui. Stop, dit le scientifique, ne dites pas que la vie comprend quoi que ce soit, ce n'est plus de la vulgarisation. Pendant que vous y êtes, affirmez que ce crabe est intelligent. Je pince, donc je suis. Lui, ce serait plutôt le contraire. Je ne suis pas un crabe.
Vous voyez bien, je suis des algues. Et ça marche son truc, d'autant que les algues, du moment qu'elles sont fixées, repoussent sur le crabe. Et il se balade avec, ni vu, ni connu. Quant à celui-ci, il en rajoute carrément. Sur ses pattes de camouflage, il bouture des algues. Ensuite, il les soulève alternativement et les amène vers l'avant en leur faisant chaque fois décrire un grand arc. Ça donne l'illusion aux prédateurs éventuels d'une touffe d'algues se balançant dans le ressac. Franchement, vous ne croyez pas qu'on devrait dire « malin comme un crabe » ? Telles sont quelques-unes des 1001 manières de s'en sortir quand on est dans la mer une fois sur deux. S'en sortir au sens familier, c'est-à-dire en fait s'y maintenir. Ce qui n'est jamais garanti, la preuve. Nous survolons ici l'une des marées les plus fortes du monde. 15 mètres d'amplitude en période d'équinoxe. Le flux parcourt jusqu'à 18 km à la vitesse, non pas d'un cheval au galop, comme on l'affirme souvent, mais tout de même de 7 à 10 km à l'heure. Nous sommes en France, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et il s'est formé, ici, sur une dune sableuse, un récif. On l'appelle le banc des Hermelles. Les Hermelles habitent uniquement les mers froides et tempérées. Ce sont de tout petits vers sédentaires qui se construisent des tubes en agglutinant des grains de sable et des débris de coquillages avec une colle fabriquée maison. Le tube étant fixé au fond, les Hermelles y vivent debout, résistant aux courants violents et à l'abri des prédateurs. Elles n'en laissent sortir de temps en temps que ces petits parapluies de tentacules collants pour attraper du plancton. Et comme les Hermelles construisent leurs tubes les uns à côté des autres, ça a donné ceci. Des masses de 50 cm à 2 mètres de haut sur 4 km². L'un des plus grands récifs d'Europe. L'un des éléments qui contribuent à ensabler le Mont-Saint-Michel et le feront se retrouver, après l'an 2000, au milieu des terres, si l'on ne dépense pas une fortune entre-temps. Voilà comment l'humble construction d'un petit ver de rien du tout peut faire en sorte qu'une splendide construction des hommes, elle aussi dans la mer une fois sur deux, ne s'y trouve bientôt plus jamais.